Merci d'être fidèle. Face à nous, un invité que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans cette émission, Amadou Toumani Touré, président de la République du Mali, aussi un modèle démocratique dans la vision du développement du continent africain. En 2012, vous aurez passé une décennie à la tête du Mali, une occasion pour nous de porter un regard, votre regard, sur l'actualité de votre pays et du continent africain. Nous sommes dans la deuxième partie de ce Face à nous. Merci une nouvelle fois d'être avec nous, Monsieur le Président. Une question piège. Le 28 avril 2012 et le 12 mai 2012. Qu'est-ce que ces dates évoquent pour vous? Avril et mai seront les périodes des élections générales au Mali. Certainement, nous allons faire les élections présidentielles aussi bien que les élections législatives. Je pense que les dates n'ont pas été fixées avec exactitude, mais lorsque vous me parlez de ces dates, avec des dates, moi je vous parlerai de moi. Et je pense qu'il va falloir pour investir un président de la République le 8 juin, ce qui est impératif. Vous serez encore président de la République, mais vous connaîtrez déjà ces deux dates votre secteur. Est-ce que quand ces dates se rapprochent, vous n'avez pas un petit pincement au cœur? Bien au contraire. D'abord, un nouveau président de la République Mali investi, et de deux, je pense pouvoir dire aux Maliens que je fais ce que je pouvais. Je me souviens qu'à la précédente interview que j'évoquais tout à l'heure, il y avait une question qui vous a titillé à cette époque. C'était de savoir si vous n'aviez jamais eu l'intention de tout faire pour ne jamais vivre cette échéance. Pourquoi pas, utilisons le terme, de changer la Constitution. Or, tout le monde s'est rendu compte que vous n'avez jamais rien fait pour reculer cette échéance. Est-ce que c'est un soulagement? Est-ce qu'avec du recul, vous vous sentez toujours un peu blessé, comme vous m'en avez donné l'impression, qu'on puisse vous soupçonner? À l'époque, ça m'indisposait. Parce que je ne pouvais pas comprendre qu'on ne tienne pas compte de ma bonne volonté et de ma bonne foi. Mais je pense que c'est tout à fait normal, parce qu'il y a eu des cas ailleurs. Mais cependant, je pense que non, je n'avais à personne. J'excuse à tous ceux qui, à un moment, en tout cas, j'ai pensé que j'ai été touché dans ma bonne volonté. Non, maintenant, je crois qu'ils le comprennent. Je ne suis pas candidat. Et les nouvelles réformes institutionnelles que nous avons faites au Mali n'ont pas touché du tout à nos mandats. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, j'invite les uns, nos partenaires, les Maliens, que tous ensemble, qu'on organise des élections libres, transparentes, en tout cas acceptables et crédibles, qui vont nous permettre de mettre la mise en place des institutions et également l'élection d'un président de la République du Mali, qui sera investi le 8 juin à Bamako. Vous avez utilisé deux mots, crédible, transparente. Que faut-il aujourd'hui, quand on voit les séries d'élections qui se passent en Afrique avec des contestations, que faut-il aujourd'hui sur ce continent pour considérer qu'une élection est crédible et transparente? Il faut que les élections soient bien organisées. Et il faut que les listes soient consensuelles. Parce que la bonne liste de l'un et la mauvaise liste de l'autre. Donc la bonne liste, c'est une liste consensuelle. Et d'autre part également, il va falloir aussi que chacun s'implique dans les élections. Et le troisième point, il faut également que les gens soient démocrates. Celui qui a perdu, il faut qu'il accepte que l'autre a gagné et qu'il le félicite. Et je pense que pour cela, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des candidats, des partis politiques, c'est la responsabilité de chacun pour pouvoir aboutir à une élection bien organisée. Et je pense que ça, c'est la condition. Dans les trois points, les critères techniques, notamment dans le cas du Mali, mais qui se retrouvent un peu partout, on parle de la biométrie. Quelle est votre appréciation de cette technique? Mais j'avoue que moi, les premières élections du Mali en 1993, nous avons voté sur des cahiers manuscrits. Parce que tout simplement, tout le monde on était d'accord sur ces listes. Et ce sont à partir de ces listes que nous avons organisé une série d'élections. Référendum, municipalité, présidentielle 2 fois, législative 2 fois, et que nous avons installé nos institutions. C'était en 1993. Maintenant, on nous parle de biométrie. Ce n'est pas parce que c'est biométrique qu'on ne triche pas. Celui qui élabore le biométrique peut tricher. On dit que tiens, les chiffres ne mentent pas, c'est vrai, mais un menteur peut chiffrer. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Ce n'est pas parce que c'est biométrique que tout est juste. Ce n'est pas que c'est biométrique que c'est infaillible. La solution se trouve ailleurs. Cela peut nous aider. Ce n'est qu'un instrument, mais ce n'est pas une fin. Donc il va falloir qu'on tienne compte et ramener les gens à savoir que ce n'est qu'un instrument. C'est plutôt sur d'autres aspects, sur les listes électorales. C'est d'autres aspects, les bureaux de vote. C'est d'autres aspects, les décomptes des résultats. C'est d'autres aspects, les votes à témoignage. C'est les votes par procuration. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui sont là sur lesquelles les gens... Le Mali a fait un listing. Nous avons dégagé à peu près 12 points et des facteurs qui peuvent permettre de renforcer la triche. Mais lorsqu'on dit, tout le monde dit biométrique, c'est bon. Mais je pense que la biométrie également n'est pas une solution
à soi. Autre point de cette polémique qui ne se retrouve pas qu'au Mali, on vient de voir, le président Paul Biya du Cameroun, par exemple, a fait passer une loi pour permettre à la diaspora de voter. C'est le vote de la diaspora et surtout le facteur de certains candidats qui portent une autre nationalité. On dit au Mali, par exemple, qu'on ne souhaite pas voir des Maliens qui ont une autre nationalité se présenter et parfois on entend les gens de la diaspora dire qu'ils n'ont pas accès au vote. Est-ce que vous pensez que la diaspora aujourd'hui doit voter comme tout citoyen? Dans tous les cas, le cas du Mali, la diaspora a toujours voté. Depuis les premières élections, c'est-à-dire depuis la transition que moi-même j'étais là, en tout cas pour ce qui concerne les élections présidentielles, et pendant tout le temps, que ce soit avec la transition, que ce soit avec le président Konaré, que ce soit mon premier mandat, mais la diaspora peut voter, même si la personne de la diaspora a une autre nationalité. La diaspora a toujours voté parce que la double nationalité est admise au Mali. Donc toute la diaspora vote. Jusqu'en Australie, je me rappelle, il y avait 5 ou 6 qui ont voté. Donc la diaspora malienne, il n'y a aucun problème, nous avons commencé en l'autre. Mais il y a une autre question qui se pose. Quelqu'un qui a la double nationalité peut-il être candidat au Mali? Dans la constitution présente, et c'est cette constitution qui va nous amener jusqu'au 8 juin. Parce que même les réformes constitutionnelles que nous sommes en train de faire ne seront prises en compte qu'après les élections. Donc, ce qui veut dire dans la constitution présente, est-ce que c'est possible ou pas? Si, dans la constitution présente, c'est possible, il faut être tout simplement malien d'origine. Mais dans les changements et les amendements portés, il faut que le candidat puisse faire un choix. S'il a deux nationalités, il faut qu'il choisisse. Il faut qu'il renonce à une des nationalités. Il faut qu'il renonce à une des nationalités. Autre facteur assez important, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la notion d'accepter sa défaite, mais aussi la notion de présenter un programme. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les oppositions en Afrique, par rapport aux majorités présidentielles, travaillent, proposent des solutions alternatives crédibles, ou alors sont plus portées, comme on en a parfois le sentiment, à faire des récriminations, à être plutôt dans le vindicatif? On a aujourd'hui le sentiment qu'on n'a pas de véritable débat dans les enjeux présidentiels. Je pense que ce qu'on peut reprocher à l'opposition, on peut reprocher ça à la majorité. Hein. Et je pense qu'on peut reprocher. Nous avons vu des cas en Afrique où il y a eu l'alternance, où l'opposition est venue au pouvoir. Comme récemment en Guinée. Voilà, nous avons vu des cas également où il y a eu beaucoup de difficultés dans certaines autres élections. Mais je pense que le plus important, c'est de pouvoir convaincre. C'est de convaincre ses compatriotes, c'est de convaincre les électeurs. Au Mali, par exemple, j'ai proposé en 2007 un programme de développement économique et social sur lequel j'ai été élu. Mais je pense qu'aucun candidat futur de l'opposition de la majorité ne peut se permettre de venir dire à son pays, à ses électeurs, je suis candidat, sans les proposer au moins un rêve. Quand on regarde la situation du Mali, vous avez été élu président, vous avez fait 2 mandats sans être forcément dans un parti dominant. Est-ce que vous dites qu'il existe un modèle démocratique qui peut être un gage de stabilité sur le continent, eu égard aux différents modèles qui existent dans le monde, le modèle américain, le modèle chinois ou le modèle anglais? Est-ce qu'il existe un modèle Si, il y a le modèle africain. Lequel? Comment pouvez-vous le décrire? Nous avons été des pays d'empire, des pays autres. Je prends par exemple Kourkan-Fouga, ça fait 740 ans que ça existe. Kourkan-Fouga est l'une des premières chartes au monde. Elle a été faite au Mali en 1236 pour bâtir et mettre en place l'Empire du Mali. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on lit les droits de l'homme d'aujourd'hui, on voit plusieurs aspects qui ont été pris en compte. Ce qui veut dire que ça n'a pas commencé maintenant. Dans un deuxième temps, lorsque j'ai été élu en 2002, j'étais sans parti politique. Je le suis d'ailleurs jusqu'à présent, je n'ai pas de parti politique. Mais j'ai été supporté et soutenu par des partis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gagné. Je ne peux pas gagner seul et je ne peux pas présider seul. Alors, je ne peux pas gouverner seul. J'ai rassemblé la classe politique malienne et pendant 5 ans, nous nous sommes tous mis ensemble. Tout en restant chacun au respect de sa spécificité et avec le droit de critique de l'action et du reste, mais nous avons mis en synergie ce que nous avons appelé la gestion consensuelle du pouvoir. Nous avons pris les bases de la démocratie, le support universel de la démocratie, mais nous avons pris nos valeurs propres. Parce que nous, Africains, nous sommes consensuels. Nous aimons la médiation. Nous aimons passer par l'autre. Et regarde un peu nos tribus, regarde un peu nos ethnies, regarde tout. Il y a toujours des points d'équilibre qui permettent à chacun de jouer son rôle. Mais ce qu'il faut éviter, c'est le type de démocratie occidentale. Il faut prendre ses valeurs propres de civilisation de base, universelle. Mais nous ne sommes pas l'Occident. Parce que la démocratie occidentale, dans certaines limites, est une démocratie d'affrontement. Et chez nous, l'affrontement ne résidera pas à l'affrontement des idées, ça peut nous amener à l'affrontement d'ethnies, de régions, de communautés, et ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Vous sentez la capacité de faire partager, indépendamment de cette émission, à d'autres après le pouvoir, cette vision? Absolument. Je pense que je le ferai.
Lorsque je n'aurai plus rien à faire, de temps en temps, j'accepterai d'aller parler de mon expérience, de dire comment est-ce que ça allait se passer, de dire également mes erreurs et mes contraintes, de dire les exigences, de dire mes limites, certes, mais je ferai en sorte que cette idée qui a été expérimentée et qui a bien marché puisse être. Parce qu'après les élections, il n'y avait pas de crise, il n'y avait rien du tout. J'aurais pu également me contenter de ce que j'ai, mais je me suis rendu compte que pour gouverner, je ne peux pas le faire seul. Il faut que les autres viennent avec moi et qu'ils restent eux-mêmes. Et quand vous faites cette synthèse et que vous faites le point de la problématique dont on a parlé dans la première partie de cette émission sur la Libye, en un mot, vous êtes optimiste pour le continent africain? Très optimiste. Je ne me fais aucun doute. Je le dis sur 2 ou 3 bases. Dans un premier temps, les choses ont changé. Dans un deuxième temps, je crois que nous avons une génération qui a le même niveau intellectuel et qui a les mêmes compétences qu'ailleurs. Nous avons une volonté sérieuse sur laquelle, en tout cas moi, en tant que tel, ça serait aussi un de mes champs de bataille. C'est l'intégration africaine et certainement un jour les États-Unis d'Afrique. Je crois en l'Afrique. Nous avons les intellectuels, nous avons les intelligences, nous avons les moyens. Il faut tout simplement une chose, qu'on nous laisse faire et que les autres nous laissent nous occuper de nos propres problèmes. Je suis sûr que nous réussirons. Vous aurez retenu qu'Africa 24, bien évidemment, ne laissera pas le président Amadou Toumani Touré sans ce rendez-vous qui consistera à démontrer et à montrer par l'exemple dans des forums son expérience politique au Mali vers lequel nous nous pencherons prochainement dans la couverture des présidentielles à venir. Merci pour ce rendez-vous. À cet instant, ce sera ma dernière parole dans l'émission. Cette émission vous appartient pour la conclure en regardant tout droit cette caméra et en envoyant le message de votre choix, de votre parcours à tous les millions d'Africains qui vous regardent. Je salue non seulement ces millions d'Africains qui nous regardent, je salue également les autres qui nous regardent aussi. Et je salue aussi ceux qui entendront partie de notre émission. Mais je voudrais surtout pour mon dernier mot vous dire que je suis très fier d'Africa 24. Vous avez fait un travail remarquable. Je regarde régulièrement. Je sais qu'avec des moyens limités, mais vous êtes ici à la limite et à la dimension des grands. Ça aussi, c'est une fierté. Et je ne peux que saluer vous tous. Et je salue vos efforts, je salue vos ambitions, mais sachez que nous sommes fiers également que cette télévision typiquement africaine soit la nôtre et qui soit également, comme vous l'avez dit, non seulement africaine, mais qui donne également, et qui est aussi mondiale, comme votre slogan que je n'arrive pas à répéter, le dit. Félicitations et bravo. Merci à tous. Face à nous, c'était Amadou Toumani Touré, le président de la République du Mali. Ces remerciements ne sont pas seulement les nôtres, ils sont surtout les vôtres pour vous qui nous regardez tous à travers le monde. Merci, à bientôt et tout de suite une autre édition du journal.